Tous les malheurs du monde, en fait, sont mis sur le dos du réchauffement climatique. Ce qui se passe avec l'agro-industrie, c'est que, et rien à voir avec le réchauffement climatique, c'est que depuis quasiment un siècle, on érode les sols à une vitesse complètement dingue. On assèche les sols, on coupe les arbres, on coupe les forêts, on laboure plus profond. Tu vas aux États-Unis, dans l'Iowa, des fois, t'as des chapelles qui sont sur 1,50 m. On a l'impression qu'ils ont mis l'église sur une butte. Et en fait, pas du tout. Ils ont pas mis l'église sur une butte. Quand ils l'ont construit, c'était à plat. Et c'était il y a 70 ans. Et en fait, le sol est descendu d'1,20 m. Tu vois, parce que on a érodé les sols de manière complètement dramatique. Et tout ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est un leurre par rapport à tout ça. Le vrai drame, c'est l'agro-industrie et c'est les techniques agro-industrielles. C'est-à-dire que les plantes ne peuvent plus pousser. Elles peuvent pousser uniquement à gros apport de produits phytosanitaires, donc de produits issus du pétrole. Et là, on est en train d'arriver à ce point culminant on n'arrive plus à faire pousser les légumes, tout simplement. Sans parler du climat qui est complètement déréglé. Donc, si tu veux, à un moment, il va y avoir des pénuries alimentaires et là, on commence à les subir. La révolution agricole fut un piège pour l'humanité. Ce n'est pas l'homme qui a domestiqué le blé, c'est le blé qui a domestiqué l'homme. Résume avec finesse Yuval Harari, l'auteur de Sapiens. Plus grave, l'agriculture a cessé d'être paysanne, locale, bénéfique. Elle est devenue mondiale, dangereuse pour l'homme et pour la planète. Monoculture et vivant savamment breveté sont les deux mamelles de ce qui est devenu une guerre contre la nature, plus qu'une alliance qui est l'autre nom de la nature, en latin, ce qui est à naître. En un siècle, les 3/4 de la biodiversité cultivée ont disparu. Mais depuis 20 ans, une poignée de lutteurs-cueilleurs commercialise des semences libres de droit, saines et librement reproductibles, en France et partout dans le monde. Cette association, vous la connaissez, elle s'appelle Cocopelli, du nom d'un dieu amérindien, un dieu semeur, malin et coquin. Cocopelli qui aurait aussi pu s'appeler Semences sans frontières. Illégale depuis sa fondation en 1999, habituée au procès, l'association a enregistré une victoire très symbolique le 11 juin 2020. Cocopelli peut désormais vendre des semences aux jardiniers amateurs. Un droit pourtant dérisoire et évident qu'il aura fallu 20 ans pour arracher. Dans le même temps, les fruits et les légumes qu'on mange n'ont pas arrêté de perdre leur valeur en nutriments. Moins de vitamines, moins d'oligo-éléments, moins de valeur nutritive. Mais par contre, ils ont beaucoup gagné en chimie. Et cette fois, en toute légalité, au nez et à la barbe de la population mondiale, qui en un demi-siècle a divisé par 2 son budget pour se nourrir. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, mais aussi pour envisager des solutions, j'ai appelé Ananda Guillet, le directeur de Cocopelli. Bonjour Ananda. Salut. Donc je t'appelle en Ariège, tu es au siège de Cocopelli, qui a fêté, je crois, cette année ses 21 ans, c'est bien ça? Oui, Cocopelli a été créé en 99. Ok, on va y revenir. Ce qui m'a donné envie de vous appeler, c'est que sur toutes les radios, sur toutes les télés, en juin dernier, je crois que c'était le 11 juin, il y a eu cette nouvelle un peu fracassante que vous attendiez et que tous les gens qui sont vos sympathisants attendaient depuis si longtemps. Vous étiez enfin du bon côté de la loi. Est-ce que tu peux me résumer cette énorme nouvelle, ce gros séisme qui est tombé le 11 juin? Bon, en réalité, c'est l'issue de plus de 20 ans de combat, mais il y a eu quand même beaucoup d'épopées juridiques, en fait, depuis 2016, depuis la loi biodiversité, autour des semences libres et reproductibles. Il y a eu des victoires suivies généralement instantanément de défaites, parce que le Conseil constitutionnel retoquait sans arrêt les lois qu'on arrivait à faire adopter. Et là, en effet, le 11 juin, la nouveauté, c'est que ça a réellement été inscrit dans le journal officiel des lois françaises. Ça n'empêche pas que la Commission européenne s'est quand même prononcée contre et a essayé quand même de mettre des bâtons dans les roues de ce projet. Mais voilà, là, clairement, le travail de Cocopelli, et c'est historique parce qu'en 20 ans, c'est jamais arrivé, est devenu légal, en tout cas pour une partie des activités, parce qu'il faut bien comprendre que c'est uniquement pour la distribution de semences libres et reproductibles à des utilisateurs finaux non professionnels. Ça veut dire que ça reste toujours illégal de vendre ces semences non inscrites au catalogue européen à des agriculteurs ou à des maraîchers, par exemple. Donc c'est vraiment une partie du travail de Cocopelli qui a été légalisée, de Cocopelli et d'autres. Clairement, vous et les paysans ont le droit de vendre des semences paysannes à des jardiniers du dimanche. Grosso modo, c'est ça. À des utilisateurs finaux non professionnels. Donc en fait, t'as pas que les jardiniers amateurs, dedans tu vas avoir les collectivités aussi, par exemple. Ça veut dire que l'utilisateur final ne va pas faire une exploitation commerciale des semences qu'il va acquérir.
Par exemple, pour les parcs et jardins d'une ville, si tu veux, c'est une utilisation non professionnelle de la variété et du coup, là, c'est légal. Très bien. De toute façon, je voulais juste qu'on résume cette victoire en quelques phrases. Tu l'as fait, merci. On va évidemment revoir l'action au ralenti, hein, on est là pour ça. Tout d'abord, je voudrais qu'on se fasse un peu plaisir, tu vois, avant d'en venir vraiment au vif du sujet. Encore une fois, on va vraiment prendre le temps de comprendre votre combat, d'où ça vient. Alors tout d'abord, on va faire un truc très simple. Je voudrais qu'on parle de la naissance de Cocopelli. Et moi qui suis un fan absolu d'étymologie, hein, c'est un peu ma marotte, je voudrais que tu me dises d'où vient ce nom très rigolo. Oui, en fait, c'est une divinité amérindienne. Et on voit sur la mascotte du logo, c'est un petit bonhomme, c'est un joueur de flûte bossu. Du coup, sa bosse, évidemment, une fausse bosse, c'est un sac de graines et il va jouer de la musique tout en semant en marchant et avec ses antennes, il va relier le champ des étoiles à la terre pour fertiliser les semences qu'il sème en se promenant. Et c'est un personnage qui est coquin, voire malin et en fait qui incarne une image de dissidence. C'est surtout pour ça qu'on a choisi cette mascotte-là. C'est vraiment le symbole de la fertilité. J'y vois un lien avec Pan, le dieu Pan de la mythologie grecque, ou Dionysos, ou que sais-je. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une divinité qui symbolise la fertilité et la dissidence. C'est ce qui incarne le mieux nos actions, en fait, quotidiennes. Très bien. Alors, aux sources de Cocopelli, je continue. Cette association a été fondée par ton père, si je suis bien renseigné, qui lui aussi a pris un surnom intéressant et rare. Je ne saurais pas le prononcer. Xochi. Xochi, ouais. Ouais, c'est ça. Pareil, c'est amérindien. Ouais, ça symbolise la fleur en nahuatl. En nahuatl, c'est la Mésoamérique. Enfin, oui, c'est les Aztèques. Oui. D'accord. Il t'a toi-même donné un nom qui n'est pas très grégorien, calendrier, franco, que sais-je. Tu t'appelles Ananda. En gros, ça vient d'où? Là, ça vient de l'autre continent. Là, du coup, ça vient d'Inde. De l'Inde. Ouais, c'est la joie de vivre. Ça symbolise la joie de vivre. C'est le premier disciple de Bouddha. Ils n'étaient pas bouddhistes pour autant. C'est la consonance du prénom et la signification qui leur a plu. D'accord. Donc bref, tu t'appelles Ananda et j'avoue que j'ai du mal, je dois toujours réfléchir parce que il y a cet immense personnage qui fait un peu le même boulot que vous en Inde qui s'appelle Vananda. Vandana Shiva. Vandana, voilà. Alors j'ai fait l'erreur que je fais à chaque fois, c'est-à-dire que maintenant que je connais ton prénom, j'arrête pas de vous confondre. Alors il y a Vandana Shiva et il y a Ananda Guillet de Cocopelli. Voilà, cette différence a été faite. Donc on a vu que en effet Cocopelli a été fondé en 1999, le 28 avril exactement, par ton père, c'était en Ardèche. C'était pas en Ariège. Combien vous avez clairement d'adhérents aujourd'hui? On vient de passer les 18 000. D'accord. Donc moi, j'en étais resté à 12 000 en 2018. Vous évoluez assez rapidement. Il faut dire que votre combat a été très popularisé par Cache Investigation sur France Télévisions, donc la célèbre émission de d'Élise Lucet, hein, qui t'a fait intervenir directement. Ce qui t'a valu pas mal d'ennuis d'ailleurs et de, je sais pas comment appeler ça, de harcèlement divers et variés. De diffamation, harcèlement, bon après c'est le quotidien de Cocopelli depuis 20 ans en réalité. C'est vrai que le Cache Investigation a donné un coup de boost. Un coup de boost médiatique. Votre serveur a explosé dans les jours qu'on suivi. Voilà, c'était pas la première fois, pas la dernière. Mais oui, le Cache Investigation a donné un coup de boost au niveau de l'image et au niveau médiatique, mais après c'est surtout les différents procès que Cocopelli a subis au fil des années, qui nous ont fait connaître sur la scène publique par rapport à ce combat pour la préservation des ressources génétiques, des variétés libres et reproductibles. En fait, on évolue assez rapidement, comme tu dis, et c'est pas pour rien, c'est parce que vraiment il y a un réel écho auprès du grand public pour ce combat. Oui, c'est ce qui fait que pour l'instant, je ne suis pas un expert, mais vous résistez au rouleau compresseur de l'industrie agrochimique. Ouais. C'est-à-dire qui ont vraiment les moyens, c'est que vous avez les gens avec vous, pour faire simple. Pas tous les gens, pas tous les agriculteurs, mais vous avez, on va dire, le grand public avec vous. Ouais, clairement. Clairement, c'est ce qui fait qu'on est encore là aujourd'hui, parce qu'on est un grain de sable dans une énorme machinerie agro-industrielle. Et si on est souvent attaqué, enfin, on a eu des procès pour concurrence déloyale parce que non-inscription de nos semences au catalogue européen, etc. Mais en réalité, tout ça, c'est des prétextes, évidemment, parce que Cocopelli, en termes de chiffre d'affaires, si tu veux, en termes économiques, vu qu'on parle de ça quand on parle d'agro-industrie, on est totalement inexistant. Et un industriel comme Bayer, notre chiffre d'affaires annuel, il va le faire en quelques minutes probablement. Parlons-en, juste un détail, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, ça fait partie de vos attaques qui vous accusent de faire du bise. Ouais. Clairement, si tu peux le dire, c'est quoi votre chiffre d'affaires, vos bénéfices? Non, en fait, je peux pas le dire parce qu'on n'a pas terminé le bilan et que là, c'est un bilan très spécial parce qu'il y a eu le confinement et du coup, il y a eu énormément de commandes. Donne-moi un ordre de grandeur, par exemple, de l'an dernier, ou si tu peux le dire. Oui, on était autour des 4 millions l'an dernier. 4 millions de quoi? De chiffre d'affaires ou de bénéfices? De chiffre d'affaires.
Et c'est un chiffre qui m'intéresse pas parce que en fait, tout ça c'est réinjecté dans le fond. Enfin, on est une association loi 1901 si tu veux. Donc nous on réfléchit pas en bénéfices, on réfléchit en résultats et c'est des résultats qui vont être réinjectés dans le fonctionnement associatif, D'accord. dans les campagnes humanitaires, etc. Donc l'erreur des personnes qui nous attaquent en fait, qui nous diffament sur ce sujet-là, c'est de confondre Cocopelli avec une entreprise et de parler de bénéfices, de chiffre d'affaires, etc. Alors que c'est pas le projet. Alors pardonne mes questions naïves. Non, mais c'est une très bonne question. Après, en fait. Si je peux répondre d'ailleurs plus globalement, parce que tu vois, ça me fait plaisir parce qu'en vrai, on me pose jamais la question. Enfin, les journalistes généralement n'osent pas aborder ce sujet-là. Et c'est un sujet qui est intéressant parce que Cocopelli est 100% autonome, si tu veux. Donc en fait, nos détracteurs qui vont nous attaquer en disant Cocopelli c'est du green business, c'est du bio business, etc. vont par contre aller idolâtrer certaines associations qui vont être 100% financées soit par des fondations privées, soit par des fonds publics, etc. Ce qui garantit à ces associations absolument pas d'autonomie. Cocopelli, si on peut se placer en fait au niveau politique, au niveau militant, à peu près où on veut, en fait, c'est le conseil d'administration de Cocopelli qui décide des combats et des postures de Cocopelli politiques. Et c'est tout, en fait. C'est que le conseil d'administration parce qu'on est 100% autonome et que ce green business, entre guillemets, qu'on fait sur le site internet, sur les salons, etc., nous permet d'être 100% autonome dans notre fonctionnement et on a 0 € qui viennent d'ailleurs que de la distribution de semences livrées reproductibles. Ça nous permet d'être sur toute la planète, voilà, d'avoir des campagnes de solidarité, etc. Donc, si tu veux, ça c'est une attaque qui pèse pas très lourd en tout cas pour nous. Je continue avec mes questions naïves. Pardonne-moi par avance ces questions naïves, mais je voudrais juste finir de comprendre. C'est une association, certes, mais vous n'êtes pas bénévole. Vous êtes tous payés par Cocopelli. On est tous salariés. Vous êtes combien d'employés? Pour finir, juste. En permanent, on est 35, je crois. D'accord. Donc vous êtes 35 salariés de Cocopelli. Ok. Bon, voilà. C'est clair, c'est net. Je tique sur la réponse parce que tu sais, on a une très très forte saisonnalité. Et du coup, là, on est en basse saison pour Cocopelli. Sur la production, on est en haute saison, mais sur la distribution, on est en basse saison. Et en haute saison, donc entre février et mai, on va aller, cette année, on est allé jusqu'à plus de 70 personnes. Mais c'est sur un très court laps de temps, si tu veux. C'est pour ça, c'est un peu dur de répondre à cette question parce que ça bouge tout le temps. D'accord, mais tu as bien expliqué cette nuance. Voilà. La transition est toute trouvée vers ma question suivante. J'essaye d'aller du général au particulier pour ceux qui nous écoutent. Que fait Cocopelli? Je comprends que vous ne faites pas que vendre des semences. Cocopelli, c'est vraiment un acteur distributeur, donc on centralise les productions de nos producteurs professionnels. Donc on a une trentaine de producteurs professionnels et chaque année, je vais leur donner un plan de production personnalisé en fonction de leur surface, de leur climat, de leurs installations. Et à l'automne, ils vont nous renvoyer les graines que nous, on va mettre en test de germination, qu'on va finir de nettoyer si c'est pas le cas. Généralement, c'est déjà propre quand on les reçoit. Et on centralise, on réenssache et on redistribue. Alors attends, je comprends pas pourquoi vous les mettez en germination. Toutes nos semences sont testées en germination. Ça veut dire que dès qu'on reçoit un lot, avant d'être ensaché et distribué, il va subir un test de germination dans différentes conditions pour voir si le taux de germination est suffisant pour être distribué. Tout ça, c'est un process assez lourd. On a 2 personnes en saison qui font ça toute la journée. Donc vous avez quand même des ingénieurs agronomes qui vérifient la qualité des semences que vous vendez. Non, c'est pas des ingénieurs agronomes. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur agronome pour faire des tests de germination. C'est simplement des tests de germination comptés. Ça veut dire qu'on va prendre 100 graines et on va compter le nombre de graines sur 100 qui va germer pour faire un pourcentage. Donc je schématise le truc, mais en gros c'est ça. Si on n'atteint pas la qualité suffisante, ça va repartir à l'atelier de tri. Là, on a une personne qui va retrier le lot jusqu'à ce qu'on ait le bon taux de germination. Si on y arrive, si on n'y arrive pas, c'est un lot qui est éliminé de la circulation. C'est pas des ingénieurs agronomes qui vont se charger de ça. D'accord. Je comprends mieux comment vous fonctionnez. Je me dis, c'est encore peut-être un raisonnement naïf, mais je pense que ma naïveté est ma meilleure arme. Arme, c'est pas le mot, mais ma meilleure posture. Effectivement, vous vendez des semences, c'est quand même important, c'est pas rien. Mais vous n'avez pas de vérification, on va dire, sanitaire. Alors, ne le prends pas mal, mais comment tu justifies ça? Ça, tu vois, c'est une question que les journalistes osent poser, donc j'ai l'habitude d'y répondre. Non. Alors, est-ce à dire que les questions que les journalistes osent poser, tu les aimes pas? Non, c'est pas que je l'aime pas, c'est qu'en fait, pour moi, c'est le sujet sur lequel on essaye sans arrêt de nous attaquer, en fait. Ah, mais moi, c'est juste une question, hein. Non, mais c'est d'ailleurs une très bonne question, surtout à l'heure actuelle, si tu veux. Mais en fait, nous, on fonctionne sur les retours clients qu'on a tout simplement. Pour nous, c'est pas justifié de mettre en place des énormes batteries de tests pour des lots qui sont très petits, si tu veux. On a 2500 variétés. Sur ces 2500 variétés, des fois, on a 3 ou 4 lots différents par variété. Donc, tu fais de la multiplication et tu vois à peu près le nombre de lots de semences qu'on va traiter chaque année. Pour certaines tomates, c'est des lots de 400, 500 grammes, si tu veux. Donc, en fait, faire tout le processus de tests sanitaires,
Pour nous, ça vaut pas le coup dans le sens où déjà les graines sont très peu porteuses de maladies, contrairement à ce qu'on dit. Alors sur les tomates, il va y avoir quelques maladies crypto, etc. Mais qu'est-ce que tu appelles une maladie crypto? Ne perds pas le fil de ce que tu allais dire. Juste, maladie crypto, ça veut dire quoi? c'est des maladies en fait qui vont se transmettre avec la semence. Mais c'est des maladies génétiques. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est génétique ou pas? C'est pas génétique en fait. C'est pas génétique, c'est porté par la semence elle-même, physiquement sur la semence. D'accord, ok. C'est très importante nuance. Voilà, donc ça va se transmettre via la semence, mais c'est pas une dégénérescence génétique, si tu veux, ça n'a rien à voir. D'accord. Voilà. Moi, c'est des processus que je juge absolument nécessaires pour l'agro-industrie, parce que l'agro-industrie va traiter des énormes lots de semences dans des conditions sanitaires totalement déplorables, contrairement à ce qu'ils vont affirmer. Et d'ailleurs, l'année dernière, pour prendre l'exemple de la tomate, alors je sais même plus le nom il y a une maladie qui a ravagé une bonne partie des cultures de tomates en Angleterre, en Israël, c'est arrivé en France, en Bretagne, etc. Et en fait, on s'appuie là-dessus pour dire, vous voyez, il faut quand même tester la qualité sanitaire des semences et il y a un risque chez les jardiniers amateurs, etc., etc., tout le tintouin habituel, mais sauf que là, clairement, c'est des risques qui viennent de l'industrie, en fait. Et du coup, c'est l'industrie, de par les monocultures, alors je suis désolé, je me perds un tout petit peu, mais il y a quand même un fil, c'est que c'est les monocultures qui sont génératrices de maladies, qui sont génératrices, de tous les travers de l'agriculture. En fait, la manière dont cultivent les producteurs de cocopellis, c'est généralement en polyculture, c'est avec énormément de diversité dans les jardins. Voilà, c'est des conditions agroécologiques, on ne génère pas de maladies dans ces conditions-là, on les génère dans des conditions de monoculture. Donc pour nous, notre position, c'est de dire l'agro-industrie, en effet, doit se défendre de distribuer des semences saines. C'est pas le rôle de Cocopelli, et la preuve, ça fait 20 ans qu'on distribue des semences sur toute la France et voire sur toute la planète, et ça fait 20 ans qu'on n'a pas de retour négatif. Les gens ne hurlent pas en disant vos graines, elles me donnent des plants malades, etc. Sinon on n'aurait pas 18 000 adhérents et une telle renommée. Donc si tu veux, pour nous, c'est suffisant. Très bien. En tout cas, ta réponse me paraît très convaincante. Je laisse ceux qui nous écoutent juger. J'ai lu en me renseignant pour préparer l'émission qu'il y avait un truc important qui avait été créé en France en 1932. Un catalogue officiel des espèces et variétés végétales. C'est peut-être l'ancêtre du GNIS. C'est ça, et ça a été confié au GNIS par la suite, en fait. Alors, rappelle ce que c'est le GNIS. Le Groupement National Interprofessionnel des Semenciers. Vos grands ennemis. C'est ça veut dire c'est ce qui regroupe tous les acteurs agro-industriels. Alors, eux se défendent de représenter les 85 ou je sais plus combien de PME productrices de semences en France. Mais, évidemment, il y a 4-5 grands groupes là-dedans qui tirent les ficelles de partout. Comment s'appellent ces grands groupes? En France, on va avoir l'Imagrin, on va avoir les filiales françaises de Bayer, de Monsanto, Dupont, de Nemours, etc. Enfin, tous les copains, quoi. D'accord. Donc, à l'échelle mondiale, les trois énormes représentants de l'industrie agrochimique, on les cite au passage. C'est Monsanto, tout le monde a entendu parler d'eux. Qui est le vilain petit canard, d'ailleurs. Je le précise tout le temps quand on parle de Monsanto, c'est le drapeau rouge qu'on agite devant les masses pour planquer les vrais dangereux qu'il y a derrière. Donc, est-ce que les vrais dangereux, c'est Syngenta ou Dupont Pioneer? Oui, Bayer, Bayer est un des pires, évidemment. Bayer qui a racheté Monsanto. Oui, voilà. Il y a 2-3 ans, voilà. C'est ce que j'allais dire, Monsanto fait partie de Bayer. C'est ça. Bayer, tu sais, ça fait partie à l'époque d'Ig Farben, Bayer, il produisait le Zyklon B déjà, et il produisait déjà les premiers gaz de combat qu'on balançait sur les barbus. Certes. Voilà. Du coup, pour te donner une petite idée, Mais tu me permettras de penser que cet argument ne me paraît pas bon. C'est un excellent argument, en fait. Tu sais, je vais t'expliquer. Non, parce que c'est trop vieux. Justement. T'imagines bien que on peut pas juger une grosse boîte comme ça, même si elle est diabolique. En fait, ce qu'il faut comprendre, pourquoi est-ce que je parle de ça systématiquement d'ailleurs, c'est que, en fait, il faut comprendre la genèse de l'entreprise. Quand on étudie vraiment la genèse de l'entreprise, on comprend que, en fait, c'est un industriel de combat, c'est un industriel guerrier, en fait. Et le modèle agricole qui a été mis en place par ces industriels, que ce soit IG Farben, Bayer, etc. En fait, c'est un modèle qui est calqué sur la guerre. Ça veut dire qu'on va faire la guerre aux mauvaises herbes, on va faire la guerre aux insectes, on va faire la guerre aux haies. En fait, on détruit. En fait, on est en guerre contre la nature. On mène une vraie bataille contre la nature pour pouvoir faire survivre des champs de colza, de tournesol, de maïs, le bétail, etc. Donc, en fait, c'est pas anodin, si tu veux, que Bayer ait commencé avec des usines de synthétisation de l'ammoniac pour les bombes, avec les gaz de combat, etc. Toutes ces usines ont été recyclées instantanément après-guerre en usines de gaz de combat, mais pour les cultures, pour les insectes ou pour les mauvaises herbes, en usines d'engrais pour les usines d'ammoniac de synthèse qui servaient pour les bombes. Ces usines-là ont été remplacées par des usines d'engrais. D'ailleurs, toutes ces industries en Allemagne, c'est les seules qui n'ont pas été bombardées par les Américains lors de la libération. Si tu veux, c'est pas anodin. C'est pas anodin du tout. C'est pas du tout trop vieux. À l'échelle de l'agriculture et à l'échelle de ce qui se passe sur la planète, c'était avant-hier, la Seconde Guerre mondiale. Donc, il faut juger Bayer sur ce passé-là parce que, en fait, c'est la genèse de l'entreprise, j'insiste. Et il mène une agriculture de guerre, une agriculture qui est calquée sur les gaz de combat et sur
D'accord. J'ai compris ta nuance et comment dire, ce que je disais, c'était juste que les dirigeants actuels de Bayer n'ont peut-être pas le même passé ni la même culture que ceux de l'époque. En revanche, je comprends à quel point, tu viens de très bien l'expliquer, c'est important de comprendre d'où vient cette entreprise. Je reviens pas là-dessus, je te donne toute la raison. Mais c'était juste, ça me paraît pas honnête intellectuellement. Et puis voilà, c'est pas grave si on n'est pas d'accord de partir du principe que cette boîte a toujours eu les mêmes lignes directrices, les mêmes dirigeants qui ont la même idéologie. Je pense que ça a dû changer. Même si malheureusement le résultat est toujours très criminel contre la planète. Ça, j'en disconviens pas. Ouais. Mais tu as très bien expliqué. Je pense que t'inquiète pas là-dessus. Ouais, ça va. Du coup, j'ai perdu le fil. Je sais plus de quoi on parlait, mais. Je t'avais branché sur le fait qu'en 1932... Ah oui, voilà, le catalogue. J'essayais de refaire un peu l'historique. Donc l'historique, tu viens de le faire, à ton corps défendant. Pas totalement, en fait, parce que le catalogue, ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est que en sortie de Seconde Guerre, après l'exode rural, etc., on a perdu une bonne partie de la paysannerie. Entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, on a perdu une bonne partie de la paysannerie, mais que ce soit en France ou même en Allemagne, en Pologne, etc. Et en fait, pour le cas de la France, vu qu'on parle de la France, il fallait relancer, si tu veux, d'une manière ou d'une autre, l'agriculture pour pouvoir nourrir tous ces gens qui sont allés s'entasser en ville, tout simplement. Et en fait, l'industrie est venue combler ce vide. Si on veut être un peu parano, on peut même dire que le vide a été créé pour qu'il soit comblé, mais en tout cas, l'industrie est venue combler ce vide en disant, mais nous, on a la solution pour nourrir plus, en fait, et pour produire plus, pour pouvoir nourrir les masses qui sont allées s'entasser dans les villes. Il faut calquer le modèle agricole qui était jusque-là en polyculture, élevage, en paysannerie, avec plein de petits paysans un peu partout dans le paysage rural. L'industrie a dit, mais non, en fait, si on veut produire plus, il faut industrialiser l'agriculture et plus avoir une agriculture calquée sur la paysannerie. Et pour industrialiser l'agriculture, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des fruits et des légumes, et en fait, il faut des denrées qui soient standardisées, qui puissent répondre aux critères de l'industrie. L'industrie, on sait que ce soit pour fabriquer des stylos, des chaussures ou des tomates, en fait, c'est exactement le même principe. Il va falloir des choses qui soient calibrées, qui se rangent dans des caisses, qu'on puisse récolter tout en même temps, qui répondent à, on va pas les citer, ce serait interminable, mais qui répondent à tous les standards de l'industrialisation, quelle qu'elle soit. Et en fait, ce catalogue, il vient lister les variétés qui vont pouvoir être utilisées et qui vont être créées en fait au fil des années par les différents labos, par les instituts publics, privés, etc., qui vont être créés pour répondre à ces standards d'industrialisation. Donc, à partir de ce moment-là, on a le droit de commercialiser uniquement des variétés qui répondent à ce critère qu'ils ont créé, à ce catalogue. Donc, il faut que les variétés, pour faire court, répondent à la DHS, donc à la distinction, l'homogénéité et la stabilité génétique. Donc, il y a que les variétés issues de l'industrie qui peuvent répondre à ces critères-là, évidemment. Donc voilà, pour résumer, j'espère que c'est pas trop brouillon, mais pour résumer le pourquoi du comment de ce catalogue national et qui est devenu maintenant le catalogue européen. C'est la France qui a imposé son style de vie à l'Europe en matière de catalogue. Enfin bref, ça me paraît très clair, au contraire, ne t'excuse pas, c'est un peu le cœur de ce que j'avais envie d'expliquer. D'où ça vient, comment tout ça est né. Si tu veux, si je peux terminer encore sur ce sujet, parce qu'il y a une donnée qui est assez importante, on repart sur la genèse de ces entreprises. Il faut comprendre que des entreprises comme Bayer, Monsanto, Syngenta, etc. Alors, pas Monsanto, mais Bayer, Syngenta sont surtout si, Monsanto aussi d'ailleurs, qu'est-ce que je raconte? C'est même eux qui ont fait l'agent orange balancé par les Américains sur les Vietnamiens. C'est des entreprises qui produisent des produits chimiques avant tout. En fait, la semence n'est qu'un levier, si tu veux. Donc, pour un industriel comme Bayer, qui va faire, je vais dire les chiffres au pif parce que je les connais pas, mais on va dire 90% de son chiffre d'affaires sur la vente de ce qu'ils appellent des phytosanitaires, donc des produits chimiques, que ce soit des pesticides, des engrais, des fongicides, etc., n'a aucun intérêt, si tu veux, à ce que les variétés qui sont mises sur le marché n'aient pas besoin de ces produits-là. Donc en fait, tout ce système de catalogue, tout ce système de création variétale par l'industrie répond à un seul objectif, vendre plus de produits chimiques. Ça veut dire que sous prétexte, c'est ça qui est magique, c'est sous prétexte de créer des variétés qui vont être plus productives, plus résistantes, qui vont s'adapter à tel climat, à la sécheresse, etc., ils font exactement l'inverse. Ils mettent sur le marché des variétés qui vont avoir besoin du package technologique qui propose outre mesure pour survivre dans les conditions agro-industrielles. Tu comprends ce que je veux dire? Donc en fait, la semence, c'est que le créateur du marché, si tu veux. Et on se focalise là-dessus, et c'est là où la propagande, en fait, opère sa magie. C'est que en sortie de Seconde Guerre, toute la paysannerie, en fait toutes les variétés traditionnelles de la paysannerie sont quasiment balayées d'un revers de la main, parce que même la FAO le dit à l'heure actuelle, c'est 75% de la biodiversité cultivée qui a été éradiquée à jamais. Donc on peut dire que d'un revers de main, une bonne partie de ces variétés traditionnelles ont été balayées.
grâce à la propagande des agro-industriels qui sont arrivés en disant aux paysans vous allez faire tant de quintaux hectares, vous allez produire tant de tonnes de telle variété, etc. Utilisez notre magie, quoi. Et une bonne partie de la paysannerie est tombée dans le panneau, évidemment. Et après, voilà, on a tout le rouleau compresseur agro-industriel, on a l'Europe, la PAC, les primes, tout ce qu'on connaît à l'heure actuelle qui s'est mis en place finalement assez rapidement, parce qu'en moins d'un siècle, on a totalement modifié le paysage rural avec ces variétés qui sont simplement, encore une fois, le levier qui permet à l'agro-industrie d'imposer sa mainmise sur l'agriculture. Dans tes confs, celles que j'ai vues sur Internet, tu expliques que les agriculteurs ou tous les gens qui produisent 95% de ce qu'on mange ne raisonnent qu'en termes de rendement, que de quintal à l'hectare. Or, toi, tu vois pas les choses de la même façon. Explique-moi ta manière de voir les choses. Oui, en fait, ma manière de voir les choses, elle est assez simple sur le sujet. C'est qu'on se nourrit pas de matière morte et on se nourrit de protéines, de vitamines, d'acides aminés, de tout ce qui permet à notre corps de fonctionner. Ça s'appelle les nutriments. Les nutriments, en fait, tout simplement. Et en fait, c'est ça qu'on devrait quantifier. Les rendements, ils devraient être quantifiés en termes de nutriments dans les aliments et pas en termes de matière. Qu'est-ce que ça veut dire, une matière? On mange pas du ciment, encore une fois, on mange des nutriments. Du coup, quand on me dit mais l'agro-industrie a permis de sortir des crises alimentaires parce qu'on produit tant de tonnes ou tant de quintaux à l'hectare, etc., c'est un non-argument. C'est absolument un non-argument dans le sens où si on produit tant de tonnes de riz à l'hectare mais que c'est un riz blanc dénudé de tout nutriment et qu'on pourrait manger du polystyrène, ça reviendrait au même. Je suis désolé, mais c'est pas du rendement. Quand on parle d'un riz cultivé en agroécologie où on va pouvoir prouver qu'il a telle quantité de nutriments, finalement on va avoir besoin d'en manger, si ça se trouve, 3/4 moins que du riz blanc pour le même apport énergétique. Du coup, en fait, toutes ces histoires de productivisme mis en avant par l'agro-industrie, c'est totalement du vent. D'ailleurs, c'est pire que du vent parce que non seulement on produit de la matière morte, mais c'est même pire que ça, on produit de la matière qui est dangereuse parce que c'est de la matière qui est pesticidée. Donc l'alimentation, c'est ce qui génère le plus de cancers à l'heure actuelle et le plus de maladies auto-immunes, dégénérescentes, etc. Donc c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait ce qu'on mange est réellement dangereux, alors que notre alimentation devrait être notre premier médicament en fait. Et là, à l'heure actuelle, c'est totalement l'inverse. Et on a en tête la fameuse phrase de Pierre Rabhi qui dit plus bon appétit mais bonne chance. Et c'est clairement ça. C'est clairement ça. Oui, alors dans tes confs, tu le faisais à grand renfort de courbes, hein, tu montrais que plus les rendements agricoles progressaient, plus la création d'OGM progressait, plus les courbes de cancer et de famine montaient. Ce qui est pas très vrai d'ailleurs dans le cas de la famine, parce que la faim dans le monde a été à peu près éradiquée quand même. Par rapport aux années précédentes, je parle juste enfin il y a encore des gens qui souffrent, hein, je dis pas... 33 000 personnes qui meurent de faim tous les jours. 33 000. Ça représente un échec juste dramatique, en fait, de ce système agro-industriel. On peut parler des gens qui meurent de faim réellement d'estomac vide. Et ensuite, si on met pas dans la balance tous ceux qui meurent, encore une fois, de maladies, de cancers, dû à soit suralimentation, dû à l'obésité, dû à la surconsommation de sucre, de sel, de malbouffe, de tout ça. En fait, tout ça, c'est à mettre dans la balance, si tu veux. Donc, c'est bien beau de dire on a éradiqué la faim dans le monde. Enfin, ça veut dire quoi la faim, en fait? C'est quoi l'échelle de valeur? Si tu veux, tiens, on le voit bien en ce moment avec le Covid. Tout ça, c'est une histoire de savoir comment on calcule, qu'est-ce qu'on compte, comment on compte et quelles sont les courbes. C'est facile de faire dire à peu près ce qu'on veut à des chiffres. L'UIPP nous a même dit que depuis 99, la baisse des... Pardonne-moi, c'est quoi l'UIPP? C'est le syndicat qui regroupe tous les agro-industriels sur le volet produits chimiques, en fait. C'est ceux qui se défendent d'être qui vont sauver l'agriculture, en fait, à grands coups de phytosanitaire, quoi. Enfin, tu vois un exemple. Tiens, je te donne un qui est hyper flagrant. Eux, ils vont dire que depuis 99, on utilise de moins en moins de pesticides grâce à l'agriculture raisonnée. D'ailleurs, l'agriculture raisonnée, je fais une petite parenthèse, si on parle d'agriculture raisonnée aujourd'hui, c'est un aveu qui nous dit que l'agriculture était en fait irraisonnée avant. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse, alors qu'on nous a jamais dit que l'agriculture était irraisonnée. Mais si on fait de l'agriculture raisonnée, c'est qu'à un moment, elle a été non raisonnable en tout cas. Donc, l'UIPP va nous dire depuis 99, le tonnage en fait de molécules actives va baisser. Donc voilà, on est de plus en plus écolo, on utilise de moins en moins de produits chimiques. Sauf que les molécules sont 300 ou 400 ou 500 fois plus concentrées, si tu veux. Donc oui, ok, le tonnage global il baisse, mais par contre, c'est des molécules qui sont 100 fois plus dangereuses. Donc, enfin, encore une fois, on fait dire à peu près ce qu'on veut à n'importe quel chiffre. Donc, la faim dans le monde, elle a ni été éradiquée par l'agro-industrie, ni éradiquée par les OGM, bien au contraire. Et il suffit de regarder autour de soi pour s'en rendre compte, quoi. Et c'est que le début, hein. Là, on va vers des famines alimentaires. Si tu veux mon avis, le prochain gros dossier, c'est les pénuries alimentaires. Et là, on parle aussi des pays occidentaux, hein.
Sur quoi tu te bases pour dire ça? Là, il y a plein d'articles qui commencent à vraiment sortir sur les pénuries alimentaires. En fait, en fonçant à 300 km/h vers un mur, à un moment, indéniablement, on va taper le mur, quoi. Et en fait, là, ce qui est en train d'arriver, c'est qu'on est en train de taper le mur. Si tu veux, je te parlais de Monsanto en tant que drapeau rouge. Et ben, il y a un autre drapeau rouge, si tu veux, qu'on affiche en permanence en ce moment, c'est le réchauffement climatique. On affiche ce drapeau rouge devant tout le monde en disant ça brûle, ça brûle, ça brûle, et tous les malheurs du monde, en fait, sont mis sur le dos du réchauffement climatique. Ce qui se passe avec l'agro-industrie, c'est que et rien à voir avec le réchauffement climatique, c'est que depuis quasiment un siècle, on érode les sols à une vitesse complètement dingue. On assèche les sols, on coupe les arbres, on coupe les forêts, on laboure plus profond. Tu vas aux États-Unis, dans l'Iowa, des fois, t'as des chapelles qui sont sur 1,50 m. Tu sais, elles sont construites sur des buttes et on a l'impression qu'ils ont mis l'église sur une butte. Et en fait, pas du tout, ils ont pas mis l'église sur une butte. Quand ils l'ont construit, c'était à plat. Et c'était il y a 70 ans. Et en fait, le sol est descendu d'1,20 m. Tu vois, parce que on a érodé les sols de manière complètement dramatique. Et tout ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est un leurre par rapport à tout ça. Le vrai drame, c'est l'agro-industrie et c'est les techniques agro-industrielles. Et en fait, à un moment, l'humus, il y en a plus, si tu veux. Quand c'est descendu d'1,20 m et quand on a descendu de 2 mètres et de 3 mètres, etc., il y a plus d'humus. C'est-à-dire que les plantes ne peuvent plus pousser. Elles peuvent pousser uniquement à gros apport de produits phytosanitaires, donc de produits issus du pétrole. Et là, on est en train d'arriver à ce point culminant on n'arrive plus à faire pousser les légumes, tout simplement. Sans parler du climat qui est complètement déréglé. Ça veut dire que vous allez avoir des stalactites qui vont pendre sur les orangers et des sécheresses pas possibles à l'autre bout du monde. Donc, il y a des endroits où il y a 1 mètre de neige ou 1,50 m de neige, à des endroits où il a jamais neigé, et l'autre côté, il y a des sécheresses pas possibles parce qu'il pleut plus depuis des décennies, et encore parce que on a coupé tous les arbres, le biotope qui fait qu'on arrivait à avoir un truc à peu près cohérent sur cette planète. Donc, si tu veux, à un moment, il va y avoir des pénuries alimentaires, et là, on commence à les subir. Il y a des cours sur certaines denrées qui commencent à exploser, et en plus, par-dessus ça, il y a la grande farce politique qui est devenue cette lutte contre le Covid. L'Espagne, par exemple. Tu vois, l'Espagne, quand tu vas acheter tes tomates bio à la Biocoop, une énorme partie à la Biocoop, je devrais pas dire Biocoop, mais à n'importe quel magasin bio, en fait, t'as 90% de ces productions qui sont issues d'Almeria, donc des mers de cerfs, tu sais, tu regardes sur Google, t'as des cerfs énormes là, et tout ça, t'as aussi de la production bio là-bas, et l'Italie et l'Espagne sont énormément producteurs. L'Espagne, par exemple, il y a un doc d'ailleurs qui a été fait qui est vachement intéressant là-dessus, sur les conditions de travail dans les exploitations bio en Espagne, ne fonctionne qu'avec de la main-d'œuvre péruvienne. Donc ils importent les Péruviens, ils les font bosser, c'est des trucs cloisonnés et tout ça. Il y a un doc qui a été fait là-dessus, c'est assez terrible. Hein. T'as des espèces de Gestapo qui empêchent les journalistes de rentrer pour aller voir ce qui se passe réellement dans ces exploitations-là. Mais cette année, il y a pas de Péruviens parce que les frontières sont fermées. Donc, qui va ramasser, d'où va venir la main d'œuvre en fait à pas cher qui permet à tout ce système de fonctionner? Il y a plus de main d'œuvre à pas cher en fait. Ce système-là est en train de s'effondrer. Aux États-Unis, t'as des plantations entières, des hectares, des centaines, des milliers d'hectares d'oignons qui pourrissent dans les champs parce que Trump a fermé les frontières mexicaines. Et qui est-ce qui bosse aux États-Unis? C'est les Mexicains. Tu vas à peu près dans n'importe quelle exploitation agricole, c'est des Mexicains qui triment, et c'est pas des Américains. Donc tout ce système, en plus, si tu veux, du contexte écologique qui est en train de partir en live totalement sur la planète, il y a le contexte social qui vient rajouter une couche qui fait que toute la main d'œuvre pas chère qui faisait fonctionner ce système-là n'existe plus. Ou en tout cas pour l'instant, tant que les frontières sont fermées, tant qu'on est dans ce délire-là. Si tu veux, là, on se rend pas encore compte de tout ce qui est en train de nous arriver parce que il reste encore un peu de stock dans les supermarchés, entre guillemets, parce que quand on s'en rendra compte, ce sera un peu trop tard en réalité. D'où l'importance, parce que en fait, je m'appelle quand même Ananda, ça veut quand même dire joie de vivre, et si je continue, je vais vraiment plomber l'ambiance. D'où l'importance de créer plein de micro-fermes et de relocaliser la production. En fait, s'il y a une solution vraiment, et Cocopelli œuvre à ça à son échelle en distribuant les semences qui sont le socle de cette nouvelle agriculture qui doit voir le jour aujourd'hui, si on veut sauver l'humanité, hein, parce que sauver la planète, c'est un terme beaucoup trop prétentieux pour moi. La planète se sauvera toute seule. S'il y a quelque chose à sauver, c'est l'humanité. Le reste s'en sortira très bien. Mais si on veut sauver l'humanité, ou en tout cas telle qu'on la connaît maintenant, il faut relocaliser les productions et ne plus être dépendant. En fait, et si le confinement nous a montré quelque chose, c'est vraiment ça. C'est que la France est totalement dépendante de l'import de denrées alimentaires. Et en fait, il faut relocaliser tout ça. Il faut recréer des marchés locaux, recréer des micro-fermes. En fait, il faut recréer de la paysannerie, tout simplement. Et pardon pour les véganes, mais il faut recréer de la paysannerie en polyculture élevage, parce que sans ça, on s'en sortira jamais. Pourquoi tu dis pardon pour les dégâts? Pour les véganes, je disais.
Pardon pour les véganes, pardon. Ah oui, parce que les véganes nous sautent tout le temps à la gorge quand on parle de polyculture élevage, parce que dans l'élevage, il y a des animaux évidemment, mais en fait, d'ailleurs, le véganisme n'existe pas, mais ça, c'est une petite parenthèse, parce que quand tu manges une carotte, il y a 99% de chances pour qu'elle ait poussé dans du fumier, et du coup, là, le concept ne marche plus du tout. Oui, d'accord, ok. Alors ça, c'est un autre débat, on va essayer de... Non, c'est un grand débat, mais par contre, en fait, les micro-fermes en polyculture élevage, et qui ne peuvent que se faire à base de semences libres de droits et reproductibles, parce que c'est des semences, en fait, qui vont avoir un réservoir génétique énorme. En fait, ces variétés-là, elles vont, contrairement aux hybrides F1, ça te fera peut-être une transition vers les hybrides F1, mais contrairement aux hybrides F1 qui vont avoir des résistances dites verticales, donc qui vont être, entre guillemets, monogènes, qui vont aller s'adapter à telle condition, mais pas à une autre, qui vont résister à telle maladie, mais pas à une autre, les variétés libres et reproductibles, elles ont un réservoir génétique en éventail, donc elles vont avoir tout un tas d'informations dans lesquelles elles vont aller puiser pour s'adapter à tel ou tel terroir. Donc, en fait, relocaliser l'agriculture, il faut commencer par recommencer à utiliser des variétés libres et reproductibles qui vont tout à offrir vraiment en termes de diversité génétique. Dis donc, Ananda, t'es en train de me couper toutes mes questions sous le pied, là. Ah, je suis désolé. Ça fait un quart d'heure que je parle plus. Non, je plaisante. Je pensais faire un truc très progressif, très historique, très chronologique, mais toi, tout de suite, tu as, pardonne-moi du mot, sodomiser le débat avec tes thèses que je partage évidemment. Donc bon, pourquoi pas, hein, puis on n'a pas un temps infini, donc ok. Tu as prononcé un mot tout à l'heure que moi-même je connais pas bien, les gens qui nous écoutent non plus, je pense. Tu parlais des hybrides F1. En essayant de rester pédago et à la portée de ceux qui sont pas forcément acquis à toutes ces thèses et qui sont pas des experts, explique-moi effectivement dans quelle mesure, en France, 95% des fruits et des légumes qu'on mange, même les bio, sont ce que tu as appelé des hybrides F1. Je voudrais que tu fasses œuvre de pédagogie, que tu m'expliques qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que même le bio est produit grâce à des méthodes agrochimiques ? Alors, pas chimique du coup, parce que c'est de l'agriculture bio, mais en tout cas, l'agriculture bio, oui, utilise des variétés, ça dépend des départements, mais entre 80 et 95% de l'agriculture bio utilise des variétés qui sont issues de semences hybrides F1. De variétés, hybrides F1. Donc c'est ce qu'on appelle hybride F1. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire une semence hybride F1 ? Alors en fait, c'est un terme qui est un peu galvaudé parce que F1, ça veut simplement dire hybride de première génération. Ça veut dire que tu as une plante de tomates rouges et une plante de tomates noires et on va les hybrider ensemble et la génération suivante issue de cette hybridation va s'appeler un hybride F1. Donc pour le terme strictement botanique. Mais par contre, ce qu'on appelle dans... Excuse-moi la question naïve, pourquoi F ? Pourquoi pas G ou X ou T ? C'est pour le latin, c'est pour fille. C'est la fille en fait. Je sais même plus le terme exact, hein. De la descendance quoi. Ouais. D'accord. Ah ok. Ouais, voilà. C'est en latin, alors je dis peut-être une connerie là, mais il faudrait vérifier. Ouais. Filiation en tout cas. Ouais. Oui, c'est peut-être ça. D'accord, ok. Je suis hyper pas scolaire en vrai. Mais du moment qu'on reste compréhensible, c'est pas grave, hein, l'école et les diplômes, on s'en fout. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est tes arguments. Voilà, du coup, c'est vraiment pour l'aspect descendance. Cet hybride de première génération, donc hybride F1, généralement présente énormément de caractères hétérogènes, en fait, et au fil des sélections, on va faire une sélection F2, F3, F4, F5, jusqu'à ce qu'on ait une variété qui soit stable. Donc ça, c'est pour la sélection, on va dire, normale, que même nos producteurs, certains de nos producteurs pratiquent pour créer des nouvelles variétés, mais qui sont pas des variétés dégénérescentes ou stériles, donc qui créent pour le domaine public. Et dans le grand public, ce qu'on appelle hybride F1, en fait, il faudrait compléter le terme par hybride F1 dégénérescent ou stérile. Ça veut dire que l'objectif des agro-industriels, ça a été de dire, on a un problème majeur, les semences, la nature, en fait, les végétaux se reproduisent gratuitement. Alors ça, c'est un drame pas possible parce que tu t'imagines, voilà, demain t'es un industriel qui produit des stylos et imagine tes stylos, ils vont se reproduire gratuitement sur ton bureau d'utilisateur. Donc pour l'industriel producteur de stylos, c'est évidemment absolument pas lucratif, non seulement ça, mais c'est un blasphème total dans une société mercantile. Et du coup, les agro-industriels se sont dit, il faut qu'on trouve une solution à ça. Il faut plus que les semences que les variétés puissent se reproduire gratuitement chez les jardiniers, chez les agriculteurs, pour qu'on reste maître à la fois du marché et surtout, encore une fois, pour ce que je disais tout à l'heure, pour pouvoir continuer à distribuer les produits chimiques qui vont avec ces semences qui sélectionnent, ces variétés qui sélectionnent. Donc, voilà, il y a eu deux solutions qui ont été trouvées à ce problème de reproduction gratuite de la nature. Ça a été une solution botanique, deux solutions botaniques d'ailleurs, les OGM qu'on appelle Terminator, tu sais, le premier OGM de maïs qui flinguait littéralement sa descendance, donc qui produisait vraiment véritablement des grains stériles qu'on pouvait pas ressemer, les hybrides F1, donc hybrides F1 dégénérescents, donc ça c'est des variétés qu'on peut pas ressemer l'année d'après, non pas parce qu'elles vont pas pousser, mais généralement parce qu'elles
qu'elles vont être dégénérescentes. Elles vont afficher des critères génétiques totalement débilitants. Donc l'agriculteur ou le jardinier n'a aucun intérêt à replanter ses semences d'année en année parce que ça va tout simplement pas marcher. Je vais expliquer juste après pourquoi. Et le l'autre volet, c'est le volet juridique avec la création des certificats d'obtention végétale, des brevets aux États-Unis, etc., qui vont garantir aux industriels un brevet de propriété intellectuelle sur telle ou telle variété. Et les certificats d'obtention végétale, là, c'est un certificat d'obtention de critères génétiques. Ça se pratique énormément sur les variétés de céréales parce que c'est très dur de verrouiller les variétés de céréales avec des critères botaniques. Donc, les hybrides F1, pour revenir aux hybrides F1, en fait, c'est assez simple la manière dont c'est créé. On appauvrit le réservoir génétique de deux parents. Par exemple, on va prendre une tomate verte et une tomate noire et on va reproduire pendant X générations ces deux tomates séparément en les reproduisant de manière consanguine, entre guillemets. C'est pas vraiment le terme qu'on emploie pour les végétaux, mais ça permet de comprendre. Donc, on va appauvrir terriblement le réservoir génétique de ces deux parents, mais dans une direction bien précise. Par exemple, la tomate verte, on va essayer de garder son critère de résistance à la sécheresse, et donc on va appauvrir le réservoir génétique jusqu'à arriver à avoir quasiment plus que ce critère d'intéressant sur la variété. Et la tomate noire, on va garder sa couleur, par exemple. Ok ? Et au bout d'un moment, on va croiser ces deux variétés, et là on va avoir une explosion de gènes. En fait, deux parents qui ont un réservoir génétique très très pauvre vont croiser. On va avoir ce que les scientifiques appellent l'hétérosis, la vigueur hybride. Donc d'un coup, on va avoir une explosion de gènes sur ces deux critères précédemment sélectionnés. On va avoir une tomate noire hyper résistante à la sécheresse. Ok, et là les producteurs sont contents, c'est homogène, les fruits sont calibrés, etc. Mais dès l'année suivante, en fait, la variété va se rappeler son réservoir génétique complètement débile et les tomates vont plus du tout être noires, elles vont devenir de toutes les couleurs, ou alors pas de tomates du tout, ou alors ça va produire que des fleurs et pas de feuilles, ou alors que des feuilles et pas de fleurs, les variétés vont rester naines, etc. Enfin, on va retomber sur un réservoir génétique totalement débilitant, quoi. Du coup, c'est intéressant uniquement sur la première génération et les générations suivantes sont dégénérescentes. Donc j'espère que c'est intelligible ce que j'ai dit, mais... C'est très intelligible, mais c'est très long. Ouais, je suis désolé. C'est très dur de schématiser ça parce que en fait, le problème de schématiser le sujet hybride F1, ce que la plupart des gens font, c'est que du coup on comprend pas l'objectif, quoi. Et l'objectif, c'est vraiment en fait de garder un marché captif et de surtout garder le contrôle des variétés, du type de variété qui est à disposition des agriculteurs. D'accord. En tout cas, je pense que tu as bien expliqué c'était quoi un hybride F1 et surtout l'intérêt qu'il y avait de les faire. Donc tu confirmes ce chiffre en France, bio, pas bio, bon an, mal an, entre 80 et 95% de ce qu'on mange vient de semences justement agrochimiques. Ah oui, c'est même pire que ça. Les melons, par exemple, il y a une poignée de melons inscrites au catalogue européen. Je crois que en mangeant un melon bio, il y a une chance sur deux pour que ça provienne d'une des filiales de Monsanto en création de melons. Quelles sont tes sources ? Le catalogue européen, en fait, c'est facile. Tu vas sur le site du catalogue européen, tu tapes melon, tu regardes les obtenteurs et tu verras. Très bien. Il nous reste assez peu de temps. Je voudrais qu'on parle un peu de chiffres et de plein de choses dont on n'a pas parlé encore. Tu parlais d'Europe à l'instant. La France a fait un petit pas vers les semences libres et reproductibles. C'était le 11 juin dernier. Ça y est, les paysans ont le droit de vendre des semences comme celles que vous vendez, c'est-à-dire libres et reproductibles, à des particuliers. C'est bien ça, hein ? Oui, en résumé, c'est ça. Voilà. Mais il semblerait que l'Europe ne soit pas d'accord avec ça et que la France soit un peu en avance, ou en tout cas pas tout à fait d'accord avec l'Europe et que elle se soit faite rappeler à l'ordre par l'Europe. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Non, rappelez alors, il y a un avis circonstancié qui a été émis par l'Europe, qui est même pas du tout explicite. En fait, ils ont demandé un statu quo jusqu'au 25 septembre 2020. Je t'arrête. Il y a un truc que je pige pas. C'est que moi, qui suis un citoyen lambda, j'avais l'impression que l'Europe était un tout petit peu... Que l'Europe servait à quelque chose ? Ne sois pas mauvaise langue, enfin, Nanda, t'es vraiment mauvaise langue pour tout. Alors, j'avais quand même l'impression que l'Europe était un peu plus écolo que chacun des pays, et que la France en particulier. Et là, sur ce coup-là, je comprends pas le positionnement. Ah non, l'Europe n'est absolument pas plus écolo. Pour la simple et bonne raison, en fait, que va te balader à Bruxelles et compte le nombre de lobbyistes de tel ou tel industriel, et tu vas te rendre compte qu'on n'a pas un seul député qui écrit un seul texte sur les sujets majeurs que sont l'agriculture et d'autres, sans avoir au moins 5 lobbyistes par-dessus l'épaule qui chuchotent à l'oreille ce qu'il faut écrire. Donc je parle pas de corruption là, je parle d'archi-corruption. Il y a le niveau de corruption à l'Europe et il est suffit de regarder, tu parlais des caches investigations, suffit de regarder cache investigation sur le tabac par exemple d'Élise Lucet ou sur les semences parce que là elle met en avant la corruption de manière assez claire. Enfin, en fait,
L'Europe est corrompue, mais jusqu'à un niveau totalement aberrant. Et là, on se rend compte, on a un exemple de plus, quoi. Le mec, si tu veux, qui a écrit La vie circonstanciée, il sait même pas ce qu'il a écrit, il sait pas de quoi il parle, il sait même pas ce que c'est une semence, si tu veux. Donc il a écrit non, on n'est pas d'accord. En gros, ça tient en 2 lignes, je crois, le truc, sur un sujet tellement majeur, ils prennent même pas la peine de développer. Et puis un point, c'est tout. Donc si tu veux, enfin. Après, oui, je suis rabat-joie, comme tu dis. Moi, très personnellement, et maintenant j'ai fait hurler les véganes, je peux en faire hurler d'autres, j'ai jamais voté de ma vie. Je crois pas du tout en ce système-là. Ce système démocratique, il est déliquescent au possible, si tu veux. Et en fait, Cocopelli n'a pas attendu d'avoir des niches de légalité pour fonctionner. Ça fait 20 ans qu'on fonctionne dans l'illégalité. Alors aujourd'hui, tant mieux, on a une petite brèche qui s'est ouverte dans la loi française pour nous permettre de faire une partie de notre activité légalement. Je m'en réjouis, mais ça change pas mon quotidien. Ça change pas mon quotidien parce que de toute façon, Cocopelli agit sur le terrain légalement ou illégalement. Et on n'attend rien de l'Europe, et on n'attend rien de la France, et on n'attend rien de personne. On fait le travail, un point, c'est tout. Parce que de toute manière, on fait un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est qu'à un moment, si tu veux, ils sont obligés de lâcher du lest. Parce que tu trouveras personne dans la rue, tu vas pas trouver une seule personne qui va te dire, ah bah si, moi je veux manger des pesticides, moi je veux manger mon petit OGM à midi, et puis ce soir aussi tant qu'à faire. Donc ça existe plus, si tu veux. Donc l'opinion publique est assez unanime sur le fait qu'on en a marre de mourir de cancer, on en a marre d'être obèse, on en a marre de manger n'importe quoi, enfin on en a marre, quoi. Du coup, l'agro-industrie n'a pas le vent en poupe, donc de temps en temps ils sont obligés de lâcher du lest et de dire, ah bah si, regardez, les jardiniers amateurs ont le droit d'utiliser ces semences légalement. Mais c'est bien, si tu veux. C'est un premier pas, pourquoi pas, mais c'est pas les jardiniers amateurs qui produisent. C'est les agriculteurs. Ta démonstration, en tout cas ce que tu penses est parfaitement clair. J'ai lu que les maraîchers, les producteurs avaient peur, enfin qu'ils avaient envie d'utiliser vos semences, mais qu'ils avaient peur. Explique-moi pourquoi. Là, je sais même pas quoi dire, parce qu'en fait, les maraîchers, c'est une énorme, c'est ça toute la magie de la propagande, c'est qu'en fait, les maraîchers ont le droit, si tu veux, c'est nous qui avons pas le droit de leur vendre des semences, mais eux, une fois qu'ils les ont, entre guillemets, ils ont le droit d'utiliser ces semences pour vendre des légumes derrière. Tout ce qu'ils ont pas le droit de faire, c'est revendre des semences ou des plants. Et maintenant encore, ils ont le droit sous certaines conditions. Donc, si tu veux, moi, cette réponse, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu alors c'est un peu dur ce que je vais dire, et il faut que personne prenne ombrage, mais oui, j'ai l'impression qu'il y a un peu une flemme collective à se mettre en désobéissance civile. Une flemme ou une flamme? Pardon, je suis pas sûr de... Une flemme. Flemme. Une feignasserie. Non, une flemme, ouais, une flemme collective. Une feignacerie, pas jusque-là, mais si tu veux, il y a pas... Alors il y a pas que ça, il y a aussi les conditions de maraîchage, enfin les conditions qui sont dures. Enfin si tu veux, il y a être maraîcher bio en France par exemple, c'est un métier qui est super dur, il y a énormément de concurrence, enfin on gagne mal sa vie pour énormément d'heures de travail, etc. Donc en fait tout est bon à prendre si tu veux pour améliorer ses conditions de vie, ses conditions de culture, etc. Et les hybrides sont venus répondre un peu à ce critère-là. Donc si tu veux, les maraîchers qui ont peur, il faut qu'ils m'expliquent de quoi est-ce qu'ils ont peur. Ok, c'est très clair. Parce que tu me dis, ils ont peur d'utiliser les semences. Mais peur de quoi, en fait? D'une amende, d'aller en prison, que les clients ne rachètent pas les fruits et légumes, etc. Enfin, tu vois, voilà. On a bien compris. J'enchaîne. Tu parlais de lobbying tout à l'heure. Alors ça, c'est un truc que j'ai vu dans pas mal d'autres émissions avec d'autres interlocuteurs sur d'autres sujets, mais moi, mon truc, c'est la nature, les animaux, les êtres vivants en général. Donc c'est là qu'on se rejoint. C'est rigolo, c'est un peu toujours le même discours, c'est triste de voir qu'il est toujours pas appliqué. C'est que tous ces combats commence par soi-même, commence par le caddie. C'est-à-dire, ça sert à rien même d'écouter nos podcasts ou ce que tu racontes. Si les gens ne consomment pas autrement, le combat n'est pas gagné. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, il est même carrément perdu. C'est-à-dire que en fait, il faut pas écouter les gens, attendre que quelqu'un ou qu'un gouvernement fasse un premier pas, que la loi nanani nanana. Il faut que chacun ce que tu disais dans un article te concernant que j'ai lu, c'est que il faut que les gens un peu concernés, quand ils vont acheter quelque chose, des fruits ou des légumes quelque part, ils demandent est-ce que ce que vous vendez provient de semences hybrides et fins? Explique-moi ce qu'il faudrait que le consommateur fasse. Ouais, mais si tu veux, en fait, c'est une question qui est hyper compliquée. Il y a une journaliste qui m'a posé cette question il y a pas longtemps et qui me dit demain, mettons que ça devienne légal, l'utilisation des semences libres et reproductibles pour les paysans, comment est-ce que le paysage agricole va être modifié? En fait, la réponse, elle est toute simple, il va pas être modifié. Ça ne changera absolument rien. Parce qu'il suffit pas de changer la semence pour changer tout le processus agricole. Au niveau des consommateurs, si tu veux, c'est exactement pareil. Demain, si en allant au marché, tu vas aller charger, en fait, ton maraîcher local en lui disant, non, désolé, j'achète pas tes légumes parce qu'ils sont pas issus de variétés libres et reproductibles. Si tu veux, ça me paraît pas cohérent non plus. Parce qu'en fait, c'est tenter de lui forcer la main, alors que le système global de la société dans laquelle on vit,
ne lui permet pas, en fait, forcément. Alors, dans certains cas, si, et on a des centaines de maraîchers qui bossent avec Cocopelli, mais dans la majorité des cas, en fait, ça va être vraiment une action militante et quelque chose de supplémentaire que d'utiliser des variétés libres et reproductibles pour son maraîchage, parce qu'on va pas avoir la même homogénéité, on va pas avoir les mêmes temps de récolte, etc. Donc, en fait, même si on a des légumes meilleurs, qui sont plus nutritifs, mais si tu veux, tout ça, pour l'instant, ça pèse pas dans la balance. Donc, ce qu'il faut, et en effet, ça commence par les consommateurs, c'est modifier toute la chaîne de production, pas uniquement les maraîchers, c'est modifier notre manière de consommer, modifier notre manière de budgétiser notre budget familial, par exemple, parce que faut savoir qu'aujourd'hui, le budget alimentaire, je sais plus combien c'est, mais ça se trouve c'est 11 ou 12%, enfin c'est minable, ça existe pas, alors que c'est le truc qui nous fait vivre. On préfère avoir un super écran plat que aller mettre le vrai budget dans l'alimentation, en fait. Il faut aussi savoir, on est d'accord que si c'est possible de mettre que 11 ou 16 ou je sais plus combien de pourcents exactement de budget dans l'alimentation, c'est parce que la PAC, d'ailleurs le chiffre que je donne est totalement faux, parce qu'on finance la PAC vu qu'on finance l'Europe, et que en fait si on arrive à avoir la baguette à 1,10 € ou à je sais pas combien, c'est parce que la baguette elle est financée aux 3/4 par la politique agricole commune, donc par l'Europe, donc par nous. Donc en fait on la paye pas 1,10 € la baguette, on la paye bien plus cher que ça, parce qu'on la paye outre mesure avec les impôts, les taxes, etc. Mais il faut comprendre qu'on n'a aucune notion en tant que population du prix réel d'une courgette, par exemple, de ce que ça coûte réellement, du prix qu'il faudrait la payer réellement pour que le maraîcher, l'agriculteur puisse en vivre dignement. Voilà. Tout ça, je comprends, et je pense que les gens qui nous écoutent ont compris. On fait quoi? En 2 phrases, on fait quoi? On peut rêver à quoi? Il y a toujours des solutions, mais même si elles sont difficiles. Alors, tu as dit micro-ferme, arrêter les... C'est quoi la solution? Je pense qu'il faut relocaliser. En fait, il faut relocaliser. Je pense que s'il y a vraiment en 2 phrases des choses à faire, c'est de s'affranchir en fait de tout le système agro-industriel, politique, etc. existant à l'heure actuelle qui harcèle en fait les populations en permanence. On vit en état de siège. Il faut être conscient de ça. On vit en état de siège démocratique pour ce qui est de la France et des autres pays en état de siège, enfin d'autres pays en état de siège tout court. Mais on est assiégé par les agro-industriels, par les politiques. On est assiégé quoi. En fait, il faut simplement se libérer, et ils sont très peu. Tout ce système ne tient que parce que le peuple est docilement obéissant. Si demain, en fait, on avait un vrai stop, si tu veux, si demain les consommateurs disent non, on arrête ça, en fait, juste on arrête quoi. Si tu veux, en face, les agro-industriels n'ont même pas les armes pour se défendre. Enfin, tu vois. Qu'est-ce que tu attends de Pompili? Elle s'est beaucoup réjouie le 11 juin dernier quand la loi est passée que vous pouviez vendre vos semences à ce que j'ai appelé les jardiniers du dimanche. Qu'est-ce que tu attends de Pompili? Écoute, ce que j'attends de Pompili, c'est de voir comment elle va driver son ministère. Maintenant qu'elle a un ministère, c'est ce ministère-là d'ailleurs qui est supposé porter vraiment, qui est supposé aller défendre à l'Europe ce texte de loi en faveur de la biodiversité cultivée et des semences. Donc on va voir la manière dont elle le défend à l'Europe, parce que maintenant c'est devenu son rôle de le défendre. Toi et moi on se parle par Zoom, donc là je vois ce petit rictus moqueur que tu affiches. Les gens qui nous écoutent ne le voient pas, mais tu as pas l'air hyper convaincu là. Mais je remercie sincèrement, en fait, non, mais Pompili soutient Cocopelli et ces démarches-là depuis longtemps, et si tu veux, en tant que personne, j'ai de la réelle reconnaissance, en fait, pour son action, si tu veux. Mais je me répète, je ne crois absolument pas au système politique actuel, et chaque victoire masque une défaite sous-jacente, et en fait je peux pas m'empêcher de regarder avec un œil hyper critique. J'ai l'impression quand même qu'à chaque fois qu'on lâche un peu de lest, c'est parce que derrière il y a une embrouille quoi. Alors je suis désolé, je suis un peu parano, mais voilà, enfin nous on vit ça comme une victoire si tu veux, et c'est Pompili qui l'a porté, et encore une fois je la remercie personnellement et au nom de Cocopelli pour ça. Qu'est-ce que t'entends par porter? C'était son combat? Oui, c'est elle qui a défendu la proposition de loi, c'est elle qui l'a réintroduite si tu veux. D'accord. Du coup, c'est vraiment grâce à elle que cette loi a été inscrite le 11 juin dernier dans le journal officiel des lois françaises. Donc, elle a vraiment amené une vraie pierre à l'édifice à ce niveau-là. Encore une fois, il faut voir jusqu'où c'est une vraie victoire. Voilà. Je suis pas pessimiste, juste j'attends de voir. Voilà. On a été déçus depuis 2016 au moins 3 fois, si tu veux, au moins pas par Pompili, mais au moins 3 fois. Tout le monde a crié, on a gagné, et en fait derrière on avait perdu. Et sauf que c'est contre-productif parce que les gens se disent non, quand même il y a une justice en France, vous voyez bien, alors que non, globalement rien n'a changé depuis 20 ans. Très bien. J'ai vu que tu avais rencontré Ernst Zürcher. J'essaye de le prononcer à la Suisse. Je crois qu'il est suisse, suisse germanophone, enfin suisse allemand, enfin bref. En 3 phrases, vous avez parlé de quoi? On en a pas parlé, c'est moi qui l'ai écouté. Oui. J'avoue que... Non mais lui, en fait voilà, lui défend une notion intéressante, j'aurais aimé qu'on en parle. Il a écrit un bouquin très lu qui s'appelle Les arbres entre visible et invisible, oui. J'ai consacré une émission. En gros, cette rencontre entre l'arbre et la forêt,
bah voilà, il est là le cœur de la biodiversité. Enfin, tu vas difficilement pouvoir m'expliquer ça en 3 phrases, mais c'est ça le modèle. Non, surtout que j'ai pas du tout les connaissances d'Ernst et je serais incapable de retranscrire de manière correcte en fait tout son travail. Mais en fait, bon, on va faire un truc simple, on va renvoyer à cette rencontre sur YouTube. Comme ça, les gens pourront se rendre compte. Ouais, il faut l'avoir. Ce monsieur est passionnant et en fait, bah oui, clairement, ce qu'il met en avant, c'est vraiment la symbiose en fait entre les arbres, les plantes, le mycélium, les champignons. Enfin, tout est interconnecté et en fait, ce qu'on détruit vraiment avec l'agro-industrie, c'est ça. Et ce que l'agro-industrie n'a pas voulu comprendre, ou en tout cas ce que l'agriculture a totalement abandonné, c'est cette symbiose en fait entre l'agriculture et la nature. En fait, l'agriculture, c'est pas un combat. On lutte pas contre la nature quand on fait de l'agriculture. Au contraire, on travaille avec elle. C'est pour ça que la monoculture est une aberration. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on a besoin de descendre un champ de soja de 1000 hectares contre les insectes? Mais parce que les insectes sont simplement le bras armé de la nature qui va éradiquer une tumeur. En fait, tout simplement, un champ de soja de 1000 hectares n'a rien à faire là. Dans aucun schéma naturel, la monoculture existe. La monoculture, c'est que l'homme qui l'a créé et l'agro-industrie qui a créé la monoculture. Sinon, ça n'existe pas dans la nature. Donc, en fait, voilà, on a besoin de défendre ces monocultures parce qu'elles sont pas naturelles. Elles ne fonctionnent pas en synergie. Elles ne fonctionnent pas en symbiose avec les biotopes environnants. Donc, en fait, ce qu'il faut recréer, voilà, tu me parlais de qu'est-ce qu'on peut faire. Bah, ce qu'on peut faire, c'est ça. C'est recréer petit à petit, en fait, et le plus vite possible d'ailleurs, des systèmes de polyculture. En fait, on devrait attribuer des budgets énormes en tant qu'État, si tu veux, on devrait attribuer des budgets énormes aux agriculteurs pour leur permettre de faire correctement leur travail. Et surtout, s'il y a un truc qu'il faut arrêter de faire d'ailleurs aussi, c'est cracher à la figure des agriculteurs, qui font généralement de leur mieux aussi, même s'ils utilisent du Roundup, même s'ils ont 1000 vaches dans un hangar et que c'est scandaleux et que leurs pratiques, si tu veux, sont totalement abominables. Ce sont aussi les premières victimes d'un système, en fait, qui pousse tous les acteurs de ce système à se mettre dans des positions complètement dramatiques. Et en fait, plutôt que de leur cracher à la figure, il faut les aider à changer de paradigme, en fait, à réinventer l'agriculture de demain et à leur montrer que oui, on peut vivre sur 2 hectares peut-être mieux qu'avec 500 hectares, avec moins de mécanisation. Voilà, parce que un paysan à l'heure actuelle, c'est plus un paysan, c'est un exploitant agricole. Il a pas le temps de descendre de son tracteur pour aller toucher l'humus et le sentir et voir la fertilité du sol et aller compter les oiseaux dans la haie qui vont en fait aller manger les ravageurs qui ravagent son maïs, etc. En fait, toute cette synergie, tout ce qui fait qu'un paysan est un paysan, en fait, les agriculteurs, les exploitants agricoles n'ont plus du tout de temps à consacrer à ce vrai métier de paysan. Parce que, voilà, le contexte. Très bien. Là, je suis désolé, je m'étale. T'as vu, quand t'appuies sur le bouton, je parle. Non, mais... Je t'adore. Non, c'est très bien. Je te coupe parce qu'on a déjà explosé de 10 minutes le temps normal qui nous était imparti, mais c'est pas grave, c'est intéressant, on va garder ça. La mort dans l'âme, bah voilà, je t'annonce que le temps qui nous est imparti s'achève. On va en refaire une autre fois. Écoute, si t'as des retours des auditeurs, on pourra refaire un épisode à base de retours d'auditeurs, y a pas de souci. Je bois tes paroles. Je me dis qu'il y a 1000 choses. Là, en fait, je me dis qu'on a beaucoup parlé de la théorie, enfin pas de la théorie, mais de la situation. Et je pense qu'on pourrait consacrer beaucoup de temps aux questions des gens et on va en parler hors antenne, entre guillemets, voir ce qu'on peut faire ensemble. Ok. Je voudrais juste finir sur une note un peu différente et un peu plus égocentrée, voire narcissique. C'est la question traditionnelle que je pose à tous ceux que j'interviewe, celles et ceux. Et mon podcast s'appelle Baleine sous gravillon. Je voudrais savoir ce que tu penses de ce titre, ce que ça évoque chez toi, et si ça n'évoque rien, ce n'est pas grave du tout, mais je te pose la question. Ah, ça évoque beaucoup, c'est une expression que j'emploie sans arrêt d'ailleurs, et que j'emploie beaucoup en conférence, parce que baleine sous gravillon, c'est... Dans ton cas, je me dis que tu devrais utiliser « c'est l'arbre qui cache la forêt ». C'est plus semencier, c'est plus... Ouais, mais je l'utilise aussi, mais c'est moins parlant, si tu veux, parce que l'arbre qui cache la forêt, si tu te décales un peu, tu la vois, la forêt, quoi. La baleine sous le gravillon, tu peux tourner autour de toutes les manières que tu veux. Si tu le vois pas, c'est vraiment que t'as pas envie de le voir, quoi, parce que tu... et clairement, je trouve qu'on est vraiment au niveau écologique, si tu veux, on est vraiment dans cette situation où on a une énorme baleine sous un gravillon et tout le monde a les yeux rivés sur le gravillon en se disant, voilà, avec ses petites œillères personnelles. Et je pense que vraiment, si demain il y a quelque chose à faire, c'est oser regarder la baleine droit dans les yeux et dire bon, ok, la baleine elle est là et qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait et sans essayer de se masquer derrière des utopies irréalisables. D'ailleurs.
Je pensais pas terminer aussi bien l'émission. Là, c'est bien. Moi, je suis très content. En fait, ta réponse est très belle. Je plaisante. Je bois tes paroles. Je partage le même constat. Alors, je suis très en retard. Nous sommes très en retard. Je te remercie infiniment de tout le temps que tu m'as accordé, de ta patience. Écoute, avec plaisir, ouais. De tes explications très pédago. Il y aura certainement une revoyure. T'as raison. Il faut qu'on travaille sur un format moins général et peut-être, je sais pas, on va voir. Mais moi, j'ai très envie qu'on se reparle de ça. En attendant, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Tu vois, je cultive, je vais pas te faire rire, mais je pourrais te montrer ce que je fais pousser sur mon pauvre balcon à Paris. J'essaye, j'ai récupéré des semences bio, je sais pas si elles ont transité par vous, mais de tomates, enfin, c'est terrifiant. J'ai 5 tomates qui se battent en duel sur mon balcon. Bref, voilà, je te remercie, je vous remercie en tant qu'Assos, et j'espère vous rencontrer un jour en vrai. Avec plaisir, ouais. Et voilà, je te dis à bientôt et au revoir. Ça marche, à bientôt, merci à toi. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous tous les mercredis et les dimanches pour de nouvelles découvertes. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner sur votre plateforme d'écoute si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont indispensables pour être mieux référencés et j'en ai beaucoup trop peu pour l'instant. Pourtant, grâce à eux, le podcast serait spontanément proposé à davantage d'auditeuristes. Baleine sous Gravillon est fait sans aucune aide, sans pub. Il me prend tout mon temps depuis quelques mois et n'est pas monétisable. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent donc aussi m'aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils, suggestions et idées sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon que j'alimente et consulte tous les jours. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.